C'est le deuxième épisode de la série sur la théorie de la décision. Aujourd'hui, on laisse enfin Blaise Pascal et on parle d'autre chose. On a une discussion aujourd'hui un peu plus organique qu'à l'habitude, et Justin va nous parler de comment il arrive à répondre à une question banale avec des mathématiques complexes. La question c'est, est-ce que je devrais aller jouer au basket ou non? Et on va voir que malgré la question très banale, la méthode utilisée pour arriver à y répondre peut tous nous aider à prendre des décisions très complexes de manière rationnelle. On va aussi parler de quelques jeux de loterie sous la loupe de la décision et du dilemme du prisonnier. Bonne écoute! Donc, on va commencer avec un problème simple, concret, ok? Donc, qui vient de ma vie personnelle. Okay? Donc, supposons que dans une heure, j'ai prévu de jouer au basketball avec mes amis. Okay? OK. Fait que là, je suis sur le point de partir parce que ça me prend une heure me rendre au parc. Puis là, juste avant de quitter, je consulte la météo. Puis là, je vois que ça me dit que dans une heure, il y a 50% de chance qu'il y ait un orage violent. Okay? Fait que là, je dois prendre la décision. Est-ce que je vais jouer au basket ou non? OK. Donc, on va montrer comment on peut formuler dans le langage technique de la théorie de la décision ce genre de problème-là. OK, Okay? parfait. Donc, premièrement, dans un problème de décision, il doit y avoir un décideur. Okay? C'est un peu trivial, mais dans cet exemple-là, c'est moi le décideur. Ouais. Okay? Mais ça peut être... tu sais, le décideur dans un problème, ça peut être un système informatique qui doit prendre une décision automatisée, des choses comme ça. Okay? Okay. C'est pas nécessairement toujours une personne. C'est pas non plus la personne... Est-ce que c'est toujours la personne qui va être un peu la victime? Pas victime, mais qui va être la variable? Je suis pas sûr de comprendre. Ouais, non, OK. Mais par exemple, si toi, fallait que tu décides pour un ami qui, lui... Mettons, c'est toi à résoudre le problème. Ouais. Est-ce que ton ami devrait aller faire ça? Est-ce que c'est ton ami décideur ou c'est toi? Non, c'est celui qui prend la décision. Parfait. Ouais. Okay, c'est Okay. bon. Donc, c'est pas... c'est une idée abstraite, mais on peut facilement voir des exemples concrets. Bon. OK. Aussi, dans un problème de décision, on va dire formellement qu'un décideur est confronté à différents états du monde. Okay? Donc, par exemple, dans mon exemple, on va supposer deux états du monde. Okay? Ça va être simplifié. Donc, il y a un état du monde où il y a un orage, puis il y a un état du monde où il n'y a pas d'orage. OK. Okay? Ce qui est important, c'est que les états du monde ne soient pas... que le décideur ne peut pas influencer sur les états du monde. Okay? OK. Donc, ça, c'est important pour que la théorie soit cohérente. Et puis, la théorie est très triviale quand les états du monde sont finis. Donc, en général, ce qui est compliqué mathématiquement, c'est quand il y a une possibilité, une infinité de possibilités pour les états du monde. Okay? OK. Puis bon, ça peut sembler peut-être comme si c'est trop abstrait, puis dans la plupart des cas, les états du monde sont finis. Mais pensons par exemple, je sais pas, je m'intéresse à la valeur d'un de mes actifs sur la bourse. Je peux dire que les états du monde, c'est les différentes valeurs possibles que l'actif peut prendre. Puis ça, on peut supposer qu'il y en a une infinité. OK. Mais dans le cas, par exemple, que tu viens de donner, est-ce que tu n'as pas une influence sur un des états du monde? Si, par exemple, toi, tu décides de prendre une décision, tu vas avoir une influence. Je peux pas... Moi, je peux pas changer le fait qu'il y aura un orage ou pas. Non, dans le fait que tu as dit sur la valeur de quelque chose. Si, par exemple, tu décides de vendre une action. Mais dans la théorie, on va supposer... Dans la théorie des marchés en général, on va supposer qu'une personne ne peut pas influencer le prix. OK, je comprends. Puis c'est pour ça que comme les monopoles, par exemple, on va les étudier séparément. Parce que ça peut pas rentrer dans le même cadre théorique, parce qu'une personne, en fait, c'est la seule qui décide c'est quoi le prix. OK, je comprends. Je sais pas si c'est clair. Okay. Donc, c'est très important, ça, que l'action que va prendre le décideur ne peut pas influencer les états du monde. Okay, donc, la troisième partie, c'est justement l'action. Okay, le choix, la décision, l'action. Okay, donc, ce sont tous des synonymes. Donc, c'est important que dans un problème, on spécifie clairement ce sont quoi les actions disponibles aux décideurs. Donc, dans notre exemple, on n'a que deux actions disponibles. La première, c'est aller jouer au basketball. La deuxième, c'est ne pas aller jouer au basketball. Ouais. Okay? Donc, j'exclus la possibilité de, comme, à moitié chemin, revenir. Tu sais, comme, on formalise en simplifiant. Ouais. Okay? Donc, il y a juste deux actions possibles, deux décisions possibles. Ensuite, chaque
action du monde, chaque action par rapport à chacune des états du monde va entraîner une conséquence. Ouais. OK? Donc, par exemple, ici, il y a 4 conséquences possibles. Si je prends le métro et il n'y a pas d'orage, la conséquence, c'est que je jouerai au basketball. Okay? Ouais. Si je reste à la maison, il y a un orage, la conséquence, c'est, je suis à la maison puis je joue pas au basketball. C'est ça. Si je prends le métro et il y a un orage, la conséquence, c'est que je ne joue pas au basketball puis je suis dans la pluie, disons. Okay? Et puis finalement, si je reste à la maison puis il n'y a pas d'orage, je vais être déçu parce que je ne jouerai pas au basketball. Okay? Ouais. Donc, dans chacun des cas, il y a une conséquence. Il y a une seule des conséquences que tu joues au basketball. Ouais, ici. Ouais. Okay? C'est que j'y vais puis il n'y a pas d'orage. C'est ça. Exactement. Toutes les autres, je ne joue pas. Okay. Puis là, le 5e point, qui est peut-être le plus technique, c'est qu'on doit utiliser une certaine notion d'optimalité. Okay? Donc, on veut prendre une décision qui est optimale. Puis là, c'est là que ça devient peut-être plus conceptuel. C'est quoi être optimal? Okay? En général, on va parler de la notion d'utilité. Donc, on va dire qu'on cherche à obtenir une utilité maximale. Puis, c'est quoi l'utilité? C'est un peu tautologique, mais l'utilité, c'est ce qu'on va optimiser. Okay? Donc, pour définir l'optimisation, on va dire, optimiser, c'est maximiser l'utilité. Mais c'est quoi l'utilité? C'est ce qu'on a maximisé. Okay? Puis c'est un peu tautologique, okay. Mais c'est ça le fondement, un des fondements importants de la théorie de la décision. Okay. Okay? C'est qu'il y a quelque chose qu'on cherche à optimiser, puis cette chose-là, on va l'appeler l'utilité. Okay. Donc on voit que ça a des racines dans l'utilitarisme en éthique, mais c'est vraiment détaché de ça maintenant. Là. Donc, si tu étudies de l'économie, de la finance, on va beaucoup parler de fonctions d'utilité, même en stats, parfois, certains politologues dans des départements de politique vont prendre des problèmes de décision pour analyser l'impact de différentes politiques publiques sur le monde. Ouais. Dans le cas de l'utilitarisme, c'est l'optimisation du bonheur du plus grand nombre. Exact. L'optimisation du bonheur d'un point de vue lorsque confronté à des décisions morales ou des problèmes éthiques. Exact. Ouais. Donc, plus concrètement, souvent l'utilité, ça va être de l'argent, du bonheur, comme tu dis, du plaisir, de l'efficacité, okay? Des choses qu'on juge importantes dans un monde plus concret. Mm-hmm. Donc là, il faut juste se souvenir qu'on développe une théorie abstraite, mais le but, c'est que ça ait des applications concrètes. Ouais. Donc, par exemple, dans mon problème de basket, l'utilité, ça serait le plaisir que j'ai en jouant au basket versus le déplaisir, entre guillemets, que j'aurais de comme être dehors pris dans l'orage. OK. Donc, généralement, ce qu'on veut faire, c'est quantifier l'utilité. Okay? On veut utiliser un nombre. Okay? Donc, c'est parce que là, je te vois venir, puis je suis comme, OK, tu vas rationaliser, je te vois venir, là, tu vas rationaliser chacun des outcomes sur des unités de genre, OK, man. Ouais. C'est nice. Ouais, je trouve ça nice. OK, vas-y. Fait que, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est de jouer au basketball. OK. Fait que si je réussis à jouer au basketball, disons que je retire 10 unités de plaisir. Okay? Donc, mon utilité serait de 10. OK. En deuxième position, ça serait que j'ai décidé de rester à la maison, mais qu'il y a un orage. Okay? Parce que là, c'est pas comme si j'ai raté le basket. Parce que puis je subis pas l'orage. Ouais. Okay? Donc, disons que dans cette situation-là, je retire 2 unités de plaisir. Okay? C'est comme, OK, au moins, tu sais, je pourrais travailler sur mon podcast ou je préfère autre chose. Ouais, exact. Par contre, si je décide d'y aller puis l'orage arrive, mais là, je vais pas être content. Okay? Parce que moi, être pris dans un orage, là, personne n'aime ça. Ouais. Fait que je vais obtenir une utilité négative. Okay? Disons que c'est -4. Ouais. En plus, tu as perdu ton temps. Ouais. Puis en plus, ouais. T'avais pas l'opportunité. Ouais, j'ai pas pu jouer au basket, je suis mouillé. Ça va pas bien. Ouais.
Mais pour moi, le pire, c'est ce que je reste à la maison puis qu'il n'y a pas d'orage. Parce que tous mes amis habitent à côté du parc, puis eux vont y aller jouer au basket, puis je serai pas là avec mes amis, puis ça, là, ça me ferait vraiment de la peine. Fait que disons que ça, c'est moins 10 unités. OK. Puis tu sais, je dis ça un peu en riant, mais c'est un peu comme ça que je modélise le problème dans ma vie. OK. Bon. OK, puis là, mettons, là, OK. Juste essayer de refaire un petit recap, je pourrais être certain. Ouais. Fait que là, mettons, il y a plusieurs variables. Premièrement, il y a un décideur, mais ça, finalement, c'est pas super important, c'est juste qu'il faut qu'il y en ait un. Ouais. Ensuite de ça, t'as les États du monde. Ouais. Fait que là, on avait 4 États du monde. Non. On avait 2 États du monde, c'est vrai. OK. Il y a un orage, il n'y a pas d'orage. Exact. C'est ça. Puis là, tu avais 2 actions. Soit tu y vas, soit tu y vas pas. Exact. Fait que là, tu multiplies les États du monde parce que c'est des combinaisons, en fait. Ouais, exact. Fait que tu combines les États du monde avec les actions. Mm-hmm. Fait que chacun, donc là, il y avait 4. 2 fois 2. 4. Puis comment t'appelles ça déjà, ça? C'est les conséquences. Les conséquences, oui, c'est ça. 4 conséquences. Puis là, chacun a une probabilité différente par rapport aux probabilités des États du monde. Exact. Les États du monde, on a dit que c'était 50-50. C'est ça. OK. Puis là, tu multiplies ça par les actions. Puis là, chacune de ces conséquences-là vont t'approprier à toi une unité, parce que là, tu veux venir faire une optimisation d'utilité. Ouais. Chacune de tes conséquences va t'amener une unité d'utilité, mettons. Ouais. Puis que là, c'est le plaisir dans ce cas-là. C'est ça. Disons une quantité d'utilité. Une quantité d'utilité. Ouais. Et là, tu vas associer cette quantité-là à chacune des conséquences. Puis là, ben c'est ça. Là, on était rendu là un peu dans... Puis là, je vais prendre ma décision optimale. C'est ça. Okay. Et là, j'imagine que le pourcentage des conséquences, la probabilité qu'une conséquence arrive ou non va être super important dans ton... Ouais. OK, parfait. Bon. C'est bon, je te laisse... Bon, avant de se rendre à l'optimisation, j'aimerais ça juste faire quelques remarques. Okay? Peut-être que c'est peut-être pas clair, peut-être que tu le vois venir, mais ce qui est important vraiment, tu as vu, j'ai donné des nombres un peu arbitraires, j'ai dit 10, 4. En fait, ce qui est vraiment important, c'est l'ordre dans lequel je préfère les choses. C'est quoi ma situation préférée? C'est quoi ma deuxième, ma troisième, ma quatrième? Okay? Okay. Puis l'important, c'est que je sois capable de dire justement c'est quoi cet ordre-là. Okay? Puis ça, on va le garder en tête parce que ça va être une idée vraiment importante plus tard. Okay? Que c'est un peu arbitraire le nombre que je décide d'associer. Okay? Ce qui est plus important, c'est l'ordre. C'est l'ordre. OK. Parfait. Là, on va essayer d'optimiser. Puis là, le critère le plus naturel, okay? Puis c'est le premier qui est apparu historiquement, c'est de calculer l'espérance de l'utilité puis d'optimiser. Okay? Donc, calculons ensemble l'espérance d'utilité, puis on va voir que la décision optimale, ça va être suspense. OK, suspense. Mais, mais là, en fait, c'est quand même un point important que tu dis qu'il ne faut pas prendre l'unité en tant que telle de l'utilité, c'est plus l'ordre. Ben, je pensais que ça allait faire partie du calcul. Oui, ça va faire partie du calcul. OK. Mais on peut peut-être remarquer que, tu sais, j'ai été un petit peu... j'ai pas été vraiment rigoureux, j'ai juste pris des nombres un peu au hasard. Ouais. Okay? Puis on va parler plus loin de comme, OK, mais qu'est-ce qui arrive si je change les nombres? Okay? Comme il y a des choses importantes à dire là-dessus, mais pour le moment, je voulais juste le noter, que ça soit dans notre tête. Mais oublions ça. Puis là, supposons que les nombres que j'ai donnés, ce sont les bons, qui représentent bien la situation. Puis je vais calculer l'espérance d'utilité dans chacune des deux actions. Puis je vais choisir l'action qui maximise ce nombre-là. Okay? Donc, dans la première action, j'ai une chance sur 2 d'obtenir 10 unités. Donc, je pars. J'ai une chance sur 2 qu'il n'y ait pas d'orage. J'obtiens 10 unités de plaisir. Et puis, j'ai une autre chance sur 2 qu'il y ait un orage. Donc, j'obtiens moins 4 unités de plaisir. L'espérance ici, ce serait 10 fois 1/2 plus moins 4 fois 1/2. Puis si on fait ce calcul-là, ça donne 3. Donc la première action a une espérance d'utilité de 3. Fait que première action qui est d'y aller. OK. Donc la deuxième action, si je reste à la maison, j'ai une chance sur 2
qu'il y ait un orage. Puis ça, j'obtiens moins 4 unités de plaisir. OK. Puis j'ai une chance sur 2 qu'il n'y ait pas d'orage. Puis là, je suis vraiment triste parce que mes amis jouent au basket sans moi. Puis là, j'obtiens moins 10 unités de plaisir. Okay. Fait que là, dans le fond, t'es mieux d'y aller. C'est ça. Si on calcule l'espérance de la deuxième action, ça va donner une demi fois moins 4 plus une demi fois moins 10, ce qui donne moins 7. Okay? Tandis que la première action a une espérance d'utilité de 3, tandis que la deuxième action a une espérance d'utilité de moins 7. OK, mais c'est vrai, parce que là, tantôt, quand j'essaie de... Parce que là, il faut que tu prennes une action. Toi, ton but, c'est de prendre une action. Fait que là, il faut que tu calcules par rapport aux deux conséquences. Si tu prends une action avec la probabilité de 50-50, c'est quoi, au final, l'unité que ça va te donner? Fait que là, OK, fait que là, je comprends. Fait que là, puisque chaque action a un risque, un risque d'aller vers un ou vers l'autre, là, à ce moment-là, il faut que tu... OK, je comprends. Ouais. Okay. Donc, selon le cadre que j'ai formulé, la décision optimale, c'est essayer d'aller jouer au basket puis espérer qu'il n'y ait pas d'orage. Okay. Ça doit être long pour toi de faire ton calendrier, genre de... Non, mais c'est ça. Mais honnêtement, ça m'est arrivé plein de fois cet été que je venais pour partir, puis là, je regarde. Je sais pas si tu as remarqué cet été, on dirait qu'à chaque soir, au mois de juillet puis août, il annonçait un orage. Ouais. Mais à chaque fois, j'y allais pareil. J'étais comme, je m'en fous. Moi, j'y vais, puis plein de fois, il n'y a pas eu d'orage. Puis j'ai joué au basket. Puis j'aurais regretté si je n'étais pas allé. OK. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de comme arriver puis de me faire pleuvoir dessus. Puis... Mais ça l'a valu le lot d'unités de plaisir au final. Ouais. A été optimisé. C'est ça. Mais moi, j'avais même pas besoin de faire le calcul. C'était comme mon instinct me disait à chaque fois que je maximisais mon espérance d'utilité en prenant le métro puis en allant jouer au basket. OK, c'est nice. C'est nice. Puis ça va être un point important parce que on pourrait rétorquer, OK, personne s'assoit puis fait le calcul dans les décisions du genre. Mais c'est un peu ça que je viens d'assumer. C'est ça, OK? Ouais. Bon, si on parle d'un ordi qui prend une décision par rapport à un système qui est automatisé puis tout ça, l'ordi va vraiment faire le calcul. Mais un humain, est-ce qu'il va s'arrêter faire le calcul? Non. Okay? On le fait plus intuitivement. C'est ça. En fait, ceux qui s'intéressent à la théorie de la décision plus appliquée, ils vont souvent étudier comme l'économie comportementale ou la finance comportementale, des choses comme ça. Eux, ils vont dire que s'ils m'avaient observé cet été, ils diraient que juste en me voyant aller au basket à chaque fois, que à partir de ces informations-là, ils peuvent comme reverse engineer ma fonction d'utilité. OK. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va transférer la théorie dans l'application. Okay. C'est qu'on va créer des expériences où est-ce qu'on va forcer les gens à prendre des décisions dans un contexte très artificiel. Puis, on va, à partir de ça, dire qu'on est capable de comme, leur construire une fonction d'utilité. Okay. Grosso modo. Okay. Puis ça, tu sais, là, tu dis ça, puis déjà que ça semble assez... Si on faisait ça dans la vie de tous les jours pour chacune des décisions, ça semble assez compliqué, mais là, en plus, t'as juste 2 états du monde. Non, c'est ça. T'as 2 actions. Ouais. Mais dans la vie, pour des... T'en as tellement des actions que tu peux prendre, t'as tellement d'états du monde qui peut arriver. Puis, même que se donner une idée des états du monde ou même des conséquences, c'est souvent impossible. Tu peux pas anticiper toutes les connaissances, tandis qu'ici, on suppose que le décideur anticipe toutes les conséquences de ses actions. Okay? Donc, c'est des hypothèses simplificatrices, mais... Ouais. Comme là, t'as pas pris en compte que ça se pourrait que, mettons, tu y vas en vélo, ça se peut que ta roue, elle brise, puis que tu te brises un bras. Ça, c'est une des états du monde. Exact. Puis ça, c'est beaucoup d'unités de parce que je peux plus jouer de l'été. Exact. Exact. Tu sais, ça se peut que j'arrive au basket, puis je me foule la cheville sur le premier play, puis je peux plus jouer de l'été. Il y a plein... Oui, tu sais, c'est très, 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 très... il y a beaucoup d'abstraction de la réalité dans l'exemple que j'ai fait. Mais il fallait prendre un exemple simple pour bien comprendre le concept, sinon ça aurait été impossible. C'est ça. Puis comme tu soulèves, il n'y a personne qui fait le calcul à la main. À la main à chaque fois. Là, mais on va voir un peu comment ça marche. Donc j'aimerais ça expliquer un peu l'histoire
de comment ça a commencé, où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Pour faire ça, il faudrait un peu que je parte de comme toute l'histoire de l'utilitarisme, puis même de parler de comme l'histoire un peu philosophique de c'est quoi la rationalité, puis des choses comme ça. Ça serait un peu too much. Donc, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête sur quelques épisodes importants de l'évolution théorique de la théorie de la décision. Okay? Parfait. Donc, comme on l'a mentionné au tout début dans l'épisode 1, le pari de Pascal, c'est la première instance où on trouve un problème qui est formulé assez explicitement en termes de problème de décision. Et non seulement ça, mais le problème, on donne une solution. Donc, Pascal donne la solution en termes de maximisation de l'espérance d'utilité. Okay? Donc, déjà, comme c'est la première fois qu'on voit ça. Parce qu'avant, il n'y avait pas de probabilité. Fait que c'était impossible de faire ça. Pascal puis ses amis venaient juste d'inventer ces idées-là. Donc, peu de temps après. Puis, est-ce que comme dans le pari de Pascal, parce que là, ce que, mettons, la conscience collective se rappelle du pari de Pascal, c'est 2-3 phrases, mettons. Le pari de Pascal, j'imagine, est-ce qu'il était formulé d'une façon plus probabiliste? Probabiliste, oui. Oui, vraiment. Okay, comme il va le dire explicitement, puis j'ai des citations qui vont venir plus tard. Okay. Parce qu'après, on va réexpliquer pourquoi c'est un problème de décision, puis comment Pascal l'a interprété, puis ça. Il va dire explicitement que Dieu existe ou n'existe pas, c'est comme jeter une pièce de monnaie. Comme il va dire ça explicitement. Là. Puis il va dire, OK, au pire, la probabilité n'est pas vraiment une demi, mais c'est pas grave. Puis en tout cas, on va voir que il a vraiment compris que c'était un problème de décision, puis que l'espérance d'utilité était la solution ici. Wow. Okay? Wow. OK, c'est nice. Okay. Mais après ça, une fois que Pascal fait ça, ça tombe lettre morte un peu, comme beaucoup de gens vont s'obstiner avec les arguments de Pascal, mais pas d'un point de vue qui est tant intéressant dans la théorie de la décision, plus d'un point de vue théologique. Okay. Donc, genre Voltaire, il va commenter. Plein de grands intellectuels vont commenter. Okay. Par contre, si on saute pour ce qui nous intéresse, c'est environ un siècle plus tard. En 1713, donc souvenez-vous, Pascal est né en 1623, puis il a écrit ça dans les dernières années de sa vie, fait dans les années 1640 à peu près. Fait qu'en 1713, presque un siècle plus tard, Nicolas Bernoulli, il écrit une lettre à un mathématicien qui s'appelle de Montmort, et je le connais pas. Puis dedans, il propose un problème qui va plus tard être appelé le paradoxe de Saint-Pétersbourg. Je sais pas si tu es familier avec le paradoxe de Saint-Pétersbourg. Non. Pas du tout? Ok, cool. Non, mais je connais la ville. Tu connais la ville? Oui. T'es-tu déjà allé? Non. Moi non. Je l'ai déjà vu sur une map. Ok. Le paradoxe de Saint-Pétersbourg, je vais t'expliquer c'est quoi. C'est quand même cool, ok? Puis ça va mettre en doute l'espérance d'utilité comme étant un critère pertinent. Ok. Donc voici le paradoxe. Donc un casino nous offre un jeu. Le jeu, c'est de jouer pile ou face à répétition. OK? Si au premier jet, ça tombe sur face, le casino nous donne 2$. Ouais. Okay? Si au deuxième jet, ça tombe sur face, le casino nous donne 4$. Okay? Okay. Si au troisième jet, ça tombe sur face, le casino nous donne 8$. Puis n'importe quand, si ça tombe sur pile, on fait juste continuer. Jusqu'à temps qu'on ait une face. Puis c'est quand qu'on parle d'argent là-dedans? Non, mais c'est ça. Je vais t'expliquer le jeu, puis après ça, ça va être combien tu es prêt à payer pour ce jeu-là. Je comprends. Okay? Fait que là, parfait. En ce moment, on paye rien. C'est juste le casino, il nous dit, OK, combien tu veux payer pour jouer à ce jeu-là. Okay? Donc, ce qui arrive, c'est que si la pièce tombe sur... Il y a plusieurs situations. Donc, elle peut tomber sur face dès le premier coup. Ouais. Donc, on recevrait 2$ avec probabilité 1/2. OK. Ça pourrait faire pile au premier coup et ensuite face. Donc là, on recevrait 4$ avec probabilité 1/4. Ouais. Okay. Ça pourrait faire pile face. Donc là, on recevrait 8$ avec probabilité 1/8. Okay. Et ainsi de suite. Donc, en général, si ça tombe sur face
au énième lancer, on gagne 2 à la n $ avec probabilité 1/2 à la n. Ouais. Tu me suis? Ouais, je te suis. C'est juste... Fait que là, je sais pas comment quand on calcule calculer, l'espérance, donc c'est soit qu'on gagne au premier, ou au deuxième, ou au troisième, ou au quatrième, ou au cinquième, ou jusqu'à l'infini. Okay? Donc, si on gagne au premier, il faut mesurer la probabilité que ça arrive multipliée par le gain. Ouais. Donc, ça serait 1/2 fois 2, ça donne 1. Ouais, c'est ça. Au deuxième, ça serait 1/4 fois 4, ça donne 1. Ouais. Au troisième, ça serait 1/8 fois 8, ça donne 1. Puis en général, à chaque étape, ça va être 1/2 à la n fois 2 à la n. Ça va toujours donner 1. Okay. Fait que t'es-tu prêt de mettre... Fait que là... C'est juste, dans le fond, peu importe ce que tu mets. Fait que là, c'est ça. L'espérance de ce jeu-là, elle est infinie. C'est ça. C'est parce que t'additionnes 1 une infinité de fois. Okay? Mais si je te propose ce jeu-là, je pense pas que tu serais prêt à payer grand-chose. Ben... Je pense même pas que tu serais prêt à payer 20$. Genre. Ben, théoriquement, oui. Parce que si c'est 1 sur 1, c'est peu importe. J'ai l'impression... OK, de le manque, là, le problème est donné. Ouais. J'ai l'impression que peu importe ce que je mets, c'est chill. Non, parce que... OK, je vais tourner la... Pour que tu sois rentable, en mettant 20$, il faudrait que tu ailles pile 4 fois de suite. Il faudrait que tu ailles pile. Fait que 2, 4, 6, 8, 5 fois de suite. 6 fois de suite, même. 2 à la 6, oui, non, excuse-moi. Parce que je pensais que... Je comprends. Parce que je pensais que... Oui. Je mettrais pas grand-chose, non. C'est ça, OK, mais... C'est parce que je pensais que c'était... Premier, ça faisait x1, deuxième x2, troisième x3. Ouais. Là, non, c'est tu reçois une pièce, tu reçois 2 pièces, tu reçois 3 pièces. Ouais. Fait que moi, je mettrais pas... C'est ça. Fait que quand on calcule l'espérance de ce jeu-là, c'est infini, mais le paradoxe vient du fait que on n'accorde pas beaucoup de valeur à ce jeu-là. Je comprends absolument. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'il y en est? Okay? Fait que dans le fond, selon la règle de l'espérance, on serait censé pouvoir mettre autant d'enfants qu'on veut. Puis de toujours regagner dans nos trucs. C'est ça. Par contre, la manière que le jeu est construit, la chance que... Ouais. Mais est-ce que ça viendrait du fait que, genre, justement, il y a plusieurs calculs. À chaque fois, mettons, tu mets, toi, une somme. Ouais. Il y a plusieurs calculs qui sont mis en compte. On dirait que ça recommence à chaque fois un peu, le calcul. Ouais. Mais là, parce qu'habituellement, c'est genre, mettons, je mettrais 20$, mais il faudrait justement que ce soit à chaque truc, ça prend en compte le 20$ que j'ai mis. Comme par exemple, si par exemple, ça faisait x1, x2, x3, x4, x5, x6, là, ça vaudrait la peine. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais c'est ça, mais le jeu, il est comme construit pour que ça donne l'infini. Ouais. Mais c'est que dès que tu dépasses des montants relativement petits, comme 15 ou 20$, la probabilité que tu tombes dans cette partie-là du jeu est tellement petite, mais à cause de comme la construction du jeu, ça va quand même donner une valeur infinie. Fait que c'est comme... Nous, on a l'intuition que comme, OK, mais c'est pratiquement impossible que j'aille 6 piles de suite. Genre. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est genre 1 sur 64, je pense. Ouais. Déjà, c'est minuscule, une chance sur 64, mais vu que le montant qui t'offre, si ça arrive, c'est 64$, c'est comme si ça annulait la petite probabilité. Ouais. Ça crée un jeu d'espérance infinie alors que visiblement, personne ne paierait une somme énorme pour jouer à ce jeu-là. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est une des solutions au paradoxe. Parce que là, plusieurs gens ont dit, OK, comment on va résoudre ce paradoxe-là? Une des solutions, c'est de dire, il faut exclure les probabilités trop petites. Puis c'est comme ça que les humains vont raisonner en réalité. Okay? Fait que si on exclut les probabilités très petites, là, à partir de peut-être 5-6 lancés, on arrêterait, on dirait OK, ça, je le considère pas dans mon calcul d'espérance. Puis on verrait que le jeu a comme une petite valeur. Genre. Le jeu, il vaut peut-être 10$. Peut-être même moins. Ouais. Tu me suis? Ouais, absolument. Okay. Donc ça, c'est juste brièvement, c'est intéressant parce que ça anticipe une idée qui est venue vraiment plus tard avec Tversky et Kahneman. Je pense que tu as déjà entendu parler d'eux.
Kahneman, il a gagné un prix Nobel d'économie. Puis c'est eux qui ont publié des études très célèbres sur les biais cognitifs. Système 1, système 2. Système 1, système 2. Ça, c'est Kahneman, donc c'est sa théorie. Donc, les deux, c'est des psychologues. Là. Mais ils se sont beaucoup intéressés à la théorie de la décision. Puis je pense que c'est Tversky, il y a comme une citation qu'il disait à ses collègues comme « Donnez-moi une théorie de la décision avec vos axiomes. Peu importe l'axiome, je vais trouver une expérience qui va la contredire. Comme je vais créer une expérience où les gens violent cet axiome-là dans leur décision. Okay? » Puis c'est un peu ça qu'ils ont fait. Ils ont beaucoup contribué à la théorie de la décision appliquée ou comportementale. Ben, en plus, il y a tellement de biais qui sont faits qui sont en comparant avec la théorie de la décision, de comme les décisions sont pas rationnelles. Exact. Puis justement, ils ont beaucoup étudié ça aussi parce qu'ils ont ils ont développé une théorie de la décision qui s'appelle le Cumulative Prospect Theory, qui est comme un autre paradigme de comment trouver des décisions optimales. Moi, je connais pas tant ça, mais j'aimerais ça l'étudier bientôt. Mais ils ont aussi beaucoup fait d'études sur les biais cognitifs. Okay? Puis tu vois que c'est comme clairement deux choses connectées, genre. Ouais, absolument. Mais je savais pas, c'est cool parce que je savais pas qu'il était aussi comme très profond dans la théorie de... Ouais, vraiment. Dans la théorie de la décision, je savais pas. Tversky, c'est un mathématicien. Comme c'est nice. Toutes ses contributions, c'est en psychologie cognitive, mais c'était comme le mathématicien dans le duo. Genre. Comme lui, c'est lui qui faisait les trucs mathématiques, puis Kahneman, c'était plus un psychologue traditionnel. Genre. Parfait. Ouais, donc ça, c'est une des idées. Puis, c'est d'exclure les probabilités petites, puis apparemment, dans leur paradigme, c'est ça qu'ils proposent. Ils disent que comme les humains, ils utilisent des façons heuristiques. Heuristique, qu'est-ce que tu veux dire? Plutôt que de faire le calcul explicite, on a comme des intuitions qui nous disent « OK, ça va être mieux si je prends telle décision plutôt qu'une autre. » Puis eux autres, ils vont essayer de construire des expériences qui montrent que les humains négligent les petites probabilités, par exemple. Okay? Puis ils vont inclure ça dans leur paradigme. OK. Mais qui est une... Ouais. Tu sais, à la base, c'est quand même une bonne chose parce qu'on pourrait pas prendre en compte toutes les probabilités puis les petites probabilités dans ce qu'on fait. C'est ça. C'est comme il y a une probabilité que comme le soleil il fasse un solar flare puis que ça détruise tous nos ordinateurs, mais comme on vit pas notre vie en prenant ça en compte tout le temps. Exact. Ouais. Fait que ça, c'est une des solutions au problème. L'autre solution, qui je sais pas si peut-être si on y avait pensé un peu, on serait venu avec ça, c'est que comme on se dit, il n'y a aucun casino qui peut offrir un jeu qui vaut infini de dollars, parce que comme le nombre de dollars sur la Terre est limité. Ouais. Puis là, on recalcule l'espérance en sachant que comme le casino a des ressources finies. Puis on voit que le jeu, il vaut pas tant que ça. Okay? Puis c'est drôle parce que sur Wikipédia, ils vont calculer l'espérance du jeu selon différents montants. Okay? Fait que si, mettons, le maximum qu'on peut gagner dans le jeu, c'est 1 million, l'espérance du jeu est de 20$. Okay? Si le maximum, c'est 1 milliard, l'espérance du jeu, c'est 30$. Oh, ça descend... C'est exponentiel. C'est ça. À cause du 2 à la... La perte... comment t'appelles ça déjà? C'est quand tu rajoutes... Je peux pas t'aider sur ça. J'ai pas donné beaucoup d'indices pour que tu puisses m'aider. Mais tu sais, le plus que tu mets... ok, c'est bon. Vas-y. Si on jouait à ce jeu-là avec Jeff Bezos, qui nous offrirait toute sa fortune, je pense que c'est comme en date de 2020, là, le jeu vaudrait 37$. Okay. Si on jouerait pour tout le PIB des États-Unis, le jeu vaudrait 44$. Avec tout le PIB du monde, le jeu vaudrait 46$. Wow. Puis avec un gogolionnaire, donc quelqu'un qui a un gogol montant de dollars, ça c'est 10 à la 100, okay? Le jeu il vaudrait 332$. Okay? Fait que ça vaut pas grand-chose ce jeu-là finalement. Fait que si tu limites les probabilités ou tu limites les montants, tu te rends compte que le paradoxe il disparaît tout de suite. Ouais, okay. C'est ça. OK. Donc ça c'est cool. Mais ce qui va être important pour nous, c'est un autre type de solution. Donc, Daniel Bernoulli, qui n'est pas celui qui a parlé du paradoxe en premier, c'est Nicolas, qui est son cousin.
Okay, puis les Bernoulli, il y en a comme 7, là. C'est difficile de savoir qui est qui, mais ils ont tous fait des maths. Okay. Qui ont tous été importants. Ouais, ils ont tous eu des contributions importantes, puis ils s'aidaient entre eux dans leurs problèmes, puis tout, fait comme c'est... bref, c'est une grande famille de mathématiciens. Fait que Daniel, qui est le cousin du Nicolas initial, 25 ans plus tard, donc en 1738, c'est lui qui a publié pour la première fois le paradoxe. Okay? Donc avant, en 1713, c'était une lettre dans une correspondance privée. Mais en 1738, Daniel Bernoulli publie le paradoxe. Et puis lui, à ce moment-là, il habite à Saint-Pétersbourg. Okay? Puis c'est pour ça que ça s'appelle le paradoxe de Saint-Pétersbourg. Puis lui, il va dire, non, mais l'utilité de l'argent n'est pas tenue en compte, dans la mesure où si je suis riche, gagner $1 de plus, ça ne vaut pas la même chose que si je suis pauvre. Okay? Donc, il va dire, il faut mettre une fonction d'utilité sur le montant d'argent. On ne peut pas juste dire que $1 vaut $1, peu importe. Je ne sais pas si tu comprends l'idée. Ouais. Okay. Ça, cette idée-là est super importante en économie. Okay? On appelle ça la diminution de l'utilité marginale. Okay? C'est que comme quand on a beaucoup de biens, le prochain bien, en général, il vaut moins pour nous. Ouais. Okay? Puis ça, on utilise toujours ça en économie. Puis comment on fait, c'est qu'on prend des fonctions d'utilité qui sont concaves. Okay? Donc, ça traduit ce principe-là. Bref. Fait que lui, il va dire, OK, l'utilité de l'argent pour nous devrait être inversement proportionnelle à la quantité d'argent que j'ai. Déjà. Okay? Puis, si on pose ça comme une équation, puis ça va donner une équation différentielle, puis il va résoudre l'équation différentielle, puis ça va donner une fonction logarithmique. Ça va donner la fonction logarithme. Bon, c'est pas important les détails mathématiques, mais si tu étudies les équations différentielles, c'est la première qu'on va te montrer. Okay? C'est la fonction 1 sur x. Si tu l'intègres, ça donne log. Fait que log résout le système. Okay? Peu importe. Okay. Fait que là, il va dire, OK, mais mettons une fonction logarithmique à la quantité d'argent plutôt que de juste l'argent tout court. Puis ça, ben, quand on fait ça, ça réduit énormément l'espérance d'utilité. Okay? Même si on garde les probabilités jusqu'à l'infini. Okay? Fait que ça, c'est une idée. Mais ça ne règle pas vraiment le problème parce que en 1934, donc beaucoup plus tard, Carl Menger, qui est un mathématicien et un économiste très important, il a montré que peu importe la fonction d'utilité qu'on prend, si la fonction peut croître jusqu'à l'infini, okay, puis la fonction logarithmique, elle est non bornée, là, elle peut aller jusqu'à l'infini, c'est toujours possible de créer un paradoxe de Saint-Pétersbourg. Okay, tu as juste à comme, t'assurer que les probabilités s'annulent avec ta fonction pour donner 1 à chaque fois. Puis, en tout cas, c'est possible de le faire. Okay? Je sais pas si tu me suis. Là. Ouais. C'est que comme si tu imposes une fonction d'utilité, moi, je peux te trouver un paradoxe de Saint-Pétersbourg à chaque fois. OK, c'est bon. Choisir une bonne fonction d'utilité, ça règle pas vraiment le problème. OK. Puis ça... Dans le fond, à date, les seules solutions qu'on a trouvées, ben, premièrement, il y avait la fonction de le nombre, il y avait un nombre maximum d'argent. Ouais. Par contre, on peut quand même arriver avec un autre type de truc dans lequel il y aurait une... Excuse-moi, je recommence. Okay. On pourrait arriver avec une autre fonction ou un autre exemple paradoxal dans lequel... OK. Si on met un nombre fini d'argent, ça règle le problème. C'est ça. Ça règle le problème, mais on pourrait quand même arriver avec un autre paradoxe dans lequel il y aurait un nombre infini de quelque chose. Non? Ben, pas de la même façon. Parce que là, tu pourrais pas faire une somme infinie. Parce qu'il y a un montant fini d'argent, fait qu'à un moment donné, le jeu, il arrête, c'est sûr. Ouais, mais si on prend un autre concept de décision, ouais, il n'y aurait jamais un nombre infini de quelque chose dans une utilité. C'est ça. Si tu supposes qu'il y a un nombre fini d'argent, ça règle le problème. Ouais. Mais non, mais j'essaie de me dire, on pourrait quand même essayer de trouver un autre exemple dans lequel c'est peut-être pas de l'argent, mais c'est quelque chose d'autre. Mais c'est rare qu'il y ait un nombre infini. Ben, c'est parce que s'il y a un nombre fini, du moins, tu ne pourras pas utiliser la même technique pour créer le paradoxe. Puis, vite fait, je me dis que comme il n'y aura pas de ce genre de paradoxe-là. Okay. Parce que tu ne pourras jamais arriver à l'infini si tu es bloqué par un montant fini. Genre. C'est ça, OK. Fait que tu ne pourras pas créer ce genre de problème-là. C'est bon. OK. Donc là, il y a comme un problème. Ça, c'est un problème fondamental, c'est que peu importe la fonction d'utilité que je prends,
je vais être capable, dans mon cadre théorique, de créer un paradoxe de Saint-Pétersbourg. Okay? À moins que la fonction soit bornée, ce qui veut dire qu'il y a un montant fini d'argent. Mais ça, c'est pas satisfaisant d'un point de vue mathématique et d'un point de vue théorique. Puis là, la grande percée va arriver en 1944. Okay? Donc, on est quand même... Le paradoxe de Saint-Pétersbourg, c'est 1738. Donc, on est 200 ans plus tard. Okay? Donc, en 1944, il y a le livre Theory of Games and Economic Behavior qui est publié par John von Neumann et Oscar Morgenstern. Okay. Est-ce que tu connais John von Neumann? Ça me dit vraiment quelque chose. Ouais, t'as-tu déjà vu Dr. Strangelove de Stanley Kubrick? Je sais c'est quoi, mais j'ai pas vu. Ok, mais le Docteur, c'est une parodie de John von Neumann. Okay, parce qu'il travaillait sur la bombe atomique et des choses comme ça. Puis il a inventé la théorie des jeux. Puis c'était un grand... il croyait fermement que selon la théorie des jeux, la meilleure décision, ça serait que tout le monde développe des bombes atomiques. Puis là, il n'y aurait plus de menace de bombes atomiques. Okay. Puis dans le film, il se moque de ça parce qu'il est comme, oh, développer des bombes. Puis genre, Kubrick, il se moque de ça un peu. Mais bref, autrement que ça, c'est un grand génie. Comme, c'est incroyable tout ce qu'il a fait. Là. C'est vraiment remarquable. Il a comme formulé une axiomatisation de genre la mécanique quantique. Il a inventé la théorie des jeux, il a prouvé des gros théorèmes dans plein de branches des maths, comme c'est vraiment un grand génie. Puis il est mort à comme 50 ans, là, fait qu'il aurait pu continuer. Bref. La théorie des jeux, c'est vraiment intéressant. Je ne connais pas beaucoup, mais il y a beaucoup genre, de dilemme du prisonnier, puis des trucs comme ça qui sont utilisés, même dans les élections aussi. C'est beaucoup utilisé dans les élections par rapport à comme comment on devrait élire quelqu'un. Oui. Fait que mais c'est bon que tu dis ça parce que prends par exemple mon problème de la décision de basket. Ouais. On peut voir ça comme un jeu où est-ce que le deuxième joueur, c'est la nature. Puis elle, ses stratégies, c'est faire un orage ou non. Genre. Fait que les mathématiques formelles vont beaucoup se chevaucher entre la théorie de la décision et la théorie des jeux. OK, ouais. Fait que, puis justement, c'est pour ça que c'est dans un livre de théorie des jeux qu'il y a une grosse percée pour la théorie de la décision. OK, c'est bon. Fait que dans ce livre-là, juste pour en parler parce que c'est important, je trouve que c'est intéressant et c'est important, ils vont inventer vraiment la théorie des jeux formalisée. Okay? Donc ça, en soi, c'est vraiment important. Ils vont prouver que dans un jeu à somme nulle, donc un jeu où par exemple, si je joue contre toi, ce que je gagne, c'est quelque chose que toi, tu perds. Ouais. Puis au total, ça va toujours être somme nulle. Ils ont prouvé que dans un jeu à somme nulle, la solution optimale, c'est toujours ce qu'on appelle le minimax. Fait que le minimax, c'est moi, je vais essayer de minimiser ma perte quand toi, tu essaies de la maximiser, de maximiser ma perte. Et inversement, je vais essayer de maximiser mon gain quand toi, tu essaies de minimiser mon gain. Okay? Puis par symétrie, vu qu'on est pareil puis que le jeu est à somme nulle, les deux solutions vont être la même. Mais il y a un bon... tu sais, il y avait un jeu aux États-Unis un moment donné où c'était... il y avait deux personnes qui se parlaient. Puis, dans le fond, la personne, il fallait qu'elle décide... est-ce que... Dans le fond, il y avait un montant. Mettons, le montant, c'est 2000. OK? Là, il y a toi contre moi. Là, moi, il fallait que je décide, est-ce que je prends le montant au complet ou on se divise le montant? Okay? L'autre personne, il faut qu'elle prenne la même décision. Si les deux décident de prendre le montant au complet, personne gagne. Si les deux décident de séparer le montant, chacun gagne 1000. Sauf que si moi, je décide de prendre le montant au complet, puis toi, tu décides de partager, t'as rien, puis moi, j'ai 2000. Puis ça, c'était comme un jeu au States qu'il y avait. C'est un dilemme du prisonnier. C'est exactement la même chose du dilemme du prisonnier, sauf que tu pouvais le voir en personne. Puis je pense que, là, selon ce que tu me dis, min-max, la meilleure solution, c'était comme tout le temps peser que tu voulais prendre tout le montant. Ouais. Puis c'est ça l'équilibre de Nash dans le dilemme du prisonnier. Là. Puis ça, je voulais dire, c'est que John Nash, plus tard, là, en 51, donc peu de temps après ça, lui a prouvé que, en fait, tous les jeux, même s'ils sont pas à somme nulle, ils ont un équilibre. Puis le minimax, c'est juste un cas particulier de ça. Puis donc, dans le dilemme du prisonnier, l'équilibre de Nash, c'est les deux comme
on fait la décision destructrice. Là. C'est comme, j'essaye de tout prendre pour moi, puis je m'en fous de toi. Genre. Ouais, c'est... Puis ça, c'est l'équilibre de Nash, puis ça, c'est problématique parce que c'est un exemple où l'équilibre de Nash n'est pas optimal selon Pareto, qui est comme un critère d'optimalité que je ne veux pas embarquer dedans, mais on aimerait ça trouver des façons d'amener les gens à prendre des décisions optimales, même si c'est pas l'équilibre de Nash. Oui, mais mettons, justement, parce que là, c'est un peu paradoxal, parce que mettons, si tout le monde décidait de prendre l'équilibre de Nash, tout le monde finit avec 0. Ouais. Comme dans le dilemme du prisonnier. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Si on prend l'équilibre de Nash dans le dilemme du prisonnier, si tout le monde est conscient que la meilleure option, c'est de prendre l'argent de l'autre, prendre le 2000 au complet, tout le monde finit avec 0. Ouais. Fait que c'est comme... Fait qu'il faut trouver des façons de bouger le décideur vers une solution qui n'est pas l'équilibre de Nash. Ouais, exact. Puis ça, c'est très intéressant en soi. Là. Ouais. OK, on fait une petite tangente, mais on peut... Ouais, mais c'est important, c'est intéressant, puis c'est très relié mathématiquement puis théoriquement, mais on va pas trop parler de la théorie des jeux, mais ça pourrait être un sujet pour plus tard. OK, fait que qu'est-ce qui est arrivé d'important dans ce livre-là pour nous? Okay? Donc, ils ont fondé la théorie des jeux, ils ont fait le théorème du minimax, mais nous, ce qui va être important, c'est leur théorème sur la fonction d'utilité. Okay? Ils vont changer l'approche. Okay? Donc, dans notre approche, par exemple, du basket, j'ai juste posé une fonction d'utilité. J'ai juste dit, si je joue au basket, ça me donne 10. Dans le paradoxe de Saint-Pétersbourg, on a juste dit, OK, l'utilité, ça devrait être un logarithme. Ou l'utilité, c'est juste la valeur de l'argent, tout court. Mais on a vu qu'il y a toujours un paradoxe de Saint-Pétersbourg, peu importe la fonction d'utilité qu'on prend. Okay? Ouais. Eux, ils vont prendre une autre approche, puis c'est un peu ça que j'ai essayé d'anticiper plus tôt, c'est qu'ils vont se concentrer sur les préférences. Okay? Donc, tu sais, je t'avais dit au début que ce qui est important, c'est que je sois capable d'ordonner mes préférences. Que je dis, OK, ça c'est numéro 1, ça c'est numéro 2, etc. Okay? Donc, ils vont s'inspirer de cette idée-là, qui ne vient pas d'eux. Okay? Ça vient de Ramsay, okay? Qui est un autre grand génie du début du 20e siècle. On pourrait en parler longtemps. Il est mort à 26 ans, mais il a publié comme genre 5 articles qui sont comme monumentaux dans la science. C'est un grand génie. Il a fait un théorème de logique qui est super, super important. Bref. Nice. Okay. Grand génie. Okay. Lui, s'est rendu... Il avait comme un peu anticipé l'idée parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était les probabilités subjectives. Okay? Un peu comme dans le paradigme bayésien. Genre, c'est de dire, OK, les probabilités, ça traduit une interprétation subjective qu'on a du risque ou qu'on a des possibilités dans le monde. Je sais pas si tu... Ouais. OK. Fait que ça l'a inspiré von Neumann qui s'est dit, OK, si le décideur choisit subjectivement de redonner ses préférences, est-ce qu'on est capable d'utiliser ça pour faire notre théorie de la décision? Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il va dire qu'ils vont prouver, en fait, que si le décideur est capable d'ordonner ses préférences, puis que son ordre est cohérent selon quelques axiomes. Okay? Puis là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça doit respecter certaines propriétés. Tu ne peux pas comme mettre n'importe quelle préférence que tu veux. Il doit avoir une certaine cohérence. Ils vont prouver que si on est capable de faire ça, il va toujours exister une fonction d'utilité telle que si je préfère l'action 1 à l'action 2, par exemple, son espérance d'utilité de 1 va toujours être plus grande que l'espérance d'utilité de 2. Okay? Fait qu'ils vont prouver qu'il existe une fonction d'utilité qui traduit les préférences en nombre. Okay? Qui prend juste... Je suis pas sûr de vraiment comprendre. Peux-tu essayer de peut-être mettre un exemple pour... Prends par exemple mon exemple de basket. Ouais. Okay? J'ai ordonné mes 4... les 4 conséquences selon mes préférences. Ouais. Puis je leur ai donné un nombre. Okay? Puis, si j'avais changé le nombre d'une façon incohérente, ça m'aurait donné une autre solution optimale, alors que ce qui était préféré pour moi, c'était de jouer au basket. Okay. Les autres vont prouver que tu peux toujours créer une fonction d'utilité qui respecte l'ordre des préférences
dans le sens où l'espérance de cette fonction d'utilité-là ne renversera pas les préférences. Donc, si je préfère une certaine action à une autre, son espérance d'utilité va nécessairement être plus haute que l'autre. OK. Mettons dans l'exemple concret du basket. Mettons, tu avais mis 10 pour un, 2 pour l'autre, moins 4 pour l'autre, moins 10 pour l'autre. Ouais. Si, mettons, eux, j'essaie juste de comprendre. Ouais. Mais dans le fond, mettons, si tu avais changé les nombres. Mettons, si tu avais changé les nombres dans l'exemple que tu as donné, puis au lieu de mettre 10, tu aurais mis 5. Au lieu de mettre 2, tu aurais mis 3. Tu aurais mis moins 1, puis l'autre moins 2. Ça aurait donné quelque chose de... Ben, dans ce cas-là, ça aurait pas donné quelque chose de peut-être pas. Mais dans le fond, ce que le théorème il dit, c'est que moi, quand j'ai créé l'exemple, j'ai été capable de choisir des nombres qui ont donné la solution que je voulais. Genre. Moi, je voulais que la solution, ça soit aller jouer au basket parce que c'est ça que je fais à tous les jours. Puis eux, le théorème, il prouve que je suis capable de trouver des nombres qui font ça. Okay? Tu vas toujours être capable de changer l'unité pour avoir l'espérance favorable. Qui va respecter mes préférences. Exact. OK. Ouais. Dans le fond, c'est biaisé par les unités que tu donnes. Dans le fond, OK. Tu vas toujours pouvoir être capable en tant que décideur ou calculeur, là, je me trouve, décideur, d'arranger les unités d'utilité par rapport à tes préférences pour que l'action soit celle que tu veux qui arrive. Ouais. Je comprends. Mais c'est un peu ça? Ouais, exact. Okay. Donc ça montre que ce qui est important, c'est juste que les décideurs soient capables d'ordonner leurs préférences. Oui, parce que de toute façon, si tu es capable d'ordonner tes préférences, l'unité que tu vas donner va arriver à la bonne réponse. L'unité, après, elle est arbitraire dans un certain sens. Dans le fond, l'unité n'est pas arbitraire fondamentalement. Elle est arbitraire parce que, en tant que décideur, tu es capable d'arranger les unités pour que l'action qui arrive soit favorable. Exact. Puis pour que ça respecte tes préférences. Exactement. Ouais. OK. Puis ça, je suis vraiment content qu'on ait arrivé à le comprendre parce que même, je l'avais pas vu comme comment tu l'expliquais. Puis, bref, je suis content qu'on arrive à démystifier ça parce que c'est compliqué. Puis j'avais peur que ça soit peut-être trop compliqué. Ça reste que, bon, les subtilités mathématiques sont quand même difficiles. Mais ça, c'est une grande percée parce que là, on se rend compte que on n'a pas besoin de commencer dès le départ en spécifiant une fonction d'utilité. On peut juste supposer que les décideurs sont capables d'ordonner leurs préférences. Puis à chaque fois, le théorème va nous garantir qu'il y a une fonction d'utilité qui marche. Puis on n'aura pas besoin de la trouver explicitement parce que le théorème, il dit qu'elle existe. Puis on pourrait la trouver explicitement là, parce que dans le théorème, ils construisent la fonction. Fait que tu aurais juste à suivre la procédure. C'est ça. Fait que là, dans le fond, ce qu'on a fait tantôt, ça suit pas nécessairement ce théorème-là. Mais ce que ça veut dire, c'est que, genre, théoriquement, si t'es capable de mettre tes références, puis tu utilises le théorème que eux ont montré, là, à ce moment-là, les unités ont plus vraiment d'importance. C'est comme la marche à suivre pour que tu trouves l'effet favorable, peu importe l'unité. Exact. C'est comme, ils vont te donner la marche à suivre pour trouver l'action favorable. Exact. C'est exactement Mais ça. il faut que l'ordre des conséquences, l'ordre de favorabilité des conséquences soit exact. Ouais, exact. Puis il faut qu'il respecte certaines propriétés que j'ai pas mentionnées parce que c'est technique. Là, c'est plus technique, mais comme au final, le plus important, c'est que ce soit dans l'ordre. C'est ça. Puis que tu suives la marche à suivre de leur théorème. Puis théoriquement, on n'aurait pas besoin de faire toute l'attribution des unités de façon aussi exacte qu'on aurait cru au départ. Exact. OK. Puis pourquoi moi j'ai été capable de le faire facilement, c'est parce qu'il y a un nombre fini. Quand c'est un nombre fini, là, le théorème il est très trivial. Ça se prouve très facilement. Tu as juste à choisir des nombres. Comme tu dis, OK, celle que je préfère, je vais lui donner un nombre grand. Puis les autres, je vais leur donner des utilités petites, puis ça va toujours marcher. Tu sais. C'est un peu ça que j'ai fait quand j'ai construit l'exemple. J'ai un peu comme reverse engineer pour que ça tombe sur la bonne réponse. Ouais, exact. Puis eux, ils ont prouvé que tu peux toujours faire ça, même si tu as une infinité de possibilités, tant que tu es capable d'ordonner tes possibilités. C'est ça, exact. Fait que c'est super cool parce que ça écarte tout le problème de c'est quoi ma fonction d'utilité, mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est comme en réalité, la fonction d'utilité là, n'est pas importante. Genre. Ce qui est important, c'est que on ordonne les préférences, puis après ça, on construira la fonction qui marche. Genre. Wow! Ouais. Ça doit être un gros breakthrough dans la décision. Là. Ouais, c'est comme
Mais même aujourd'hui, là, tous les articles que j'étudie, parce que j'étudie ça aussi comme mathématiquement, ça commence toujours par OK, voici mes axiomes. OK, théorème, j'applique le théorème de von Neumann-Morgenstern pour avoir ma fonction U. Là, j'ai ma fonction d'utilité. Puis là, après ça, je fais des affaires avec. Mais comme ça commence tout le temps par juste. Puis c'est rendu comme acquis. Là. C'est plus genre. Souvenez-vous, c'est quoi? C'est juste we have a von Neumann-Morgenstern utility. Point. Comme on n'en parle plus, c'est acquis dans la théorie. Là. Ça, c'est nice. OK. Ouais. Fait que c'est vraiment, vraiment important. Puis. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'on pourrait s'arrêter ici parce que c'était un gros morceau. Ouais. Puis, on pourrait continuer l'évolution historique. Après, ce que j'aimerais discuter, c'est que là, il y a comme des gens qui vont s'attaquer aux axiomes de von Neumann, puis Morgenstern, ils vont dire « OK, mais cet axiome-là, je suis pas d'accord avec pour telle raison. » Puis, on va parler plus spécifiquement de 2 autres paradoxes qui ont beaucoup nourri l'évolution. Donc, il y a le paradoxe d'Allais puis le paradoxe d'Ellsberg. Donc, ça serait pour le prochain épisode. Cool. Parfait. Vous aimez Dialogue Dilettante? Suivez-nous sur Spotify, Google Podcasts ou toute autre plateforme de podcast que vous préférez. Vous aimeriez continuer la discussion? Rendez-vous sur YouTube ou Facebook, où nos pages, toutes les deux appelées Dialogue Dilettante, hébergent chacun de nos épisodes et commentez sous la vidéo. Que ce soit pour des questions, des commentaires ou des suggestions, venez discuter avec Elliot et Justin.